J'ai fait des statistiques de façon à voir si ça pouvait être dû au hasard et c'est pas le cas. Et j'ai découvert, en comparant ces 2 données, que lorsqu'il y avait une campagne massive de vaccination, qu'il y en a eu à différentes époques, eh bien ça entraînait derrière, juste derrière, une hausse de la mortalité. Tout est fait de façon à empêcher qui que ce soit, de se retourner contre l'industrie au motif, et c'est écrit dedans, hein, de protéger, les évolutions, comment dirais-je, les progrès technologiques de l'industrie pharmaceutique, mais évidemment ses profits. Libre à vous de consulter gratuitement la publication qui va suivre. Mais si personne ne s'abonne, si personne ne fait des dons, il n'y aura plus de publication. Si vous appréciez notre travail, soutenez-nous. Ce n'est qu'à cette condition que nous pourrons continuer. On avait déjà eu l'occasion d'interviewer Pierre Chaillot, statisticien, plusieurs fois, il y a plusieurs années. On l'avait rencontré ici, à Bruxelles aussi, auteur de Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels, disons un des seuls livres qui traitait des statistiques liées au Covid, un livre essentiel. Et voilà, Pierre Chaillot qui nous revient avec, un sujet, dur mais essentiel, victime des vaccins Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels, à nouveau. J'ai le plaisir, d'accueillir Pierre Chaillot. Bonjour Pierre, Bonjour Alexandre, comment vas-tu? bah, ça va très bien et toi? Écoute, ça va. J'ai lu ton livre, essentiel, comme on peut dire, un terme qui était à la mode à une époque. Je suis toujours frappé et je voudrais commencer avec ça, par le déni ambiant malgré, on va y venir évidemment, les statistiques et les décès, les effets secondaires du vaccin. Je pense à quelqu'un de très proche qui a récemment publié, un listing qui date au fait des effets qui étaient connus de Pfizer, tous les effets, dont parle Jean-Marc Sabatier, notamment dus au système rénine-angiotensine, myocardite, péricardite, voilà, tous les troubles de la vue, même des troubles psychiques. Et les gens devant sont toujours dans le déni, heu, complet. Comment tu expliques ça? Mais on touche peut-être plus à la psychologie là, mais toi qui traites ces statistiques, qui mets devant les yeux des gens ces informations. Comment tu expliques encore, qu'on puisse être dans le déni à ce point-là? Alors déjà, il y a plusieurs moments de déni, et là, le déni, il commence à baisser un petit peu, ça se fissure, hein, on commence à voir quelques petits articles, dans la presse mainstream en France notamment, sur le fait qu'il existe des effets indésirables, donc c'est nouveau. Il y en Mmh. a eu un dans France Bleu, je crois, où on annonçait la reconnaissance du lien entre vaccination et une maladie de Charcot, il me Oui, semble. ouais, Alors c'était Mélanie, Maupas, mais il est resté quelques heures l'article, ouais. voilà, il a quand même été censuré, mais ça, voilà, ça commence à poindre. Il y a Le Figaro qui a écrit un article il y a quelques mois sur, ils ont appelé ça les perdants de la vaccination, comme quoi il y a des gagnants, mais aussi des perdants. Ce qui fait qu'il commence à y avoir une reconnaissance publique d'une certaine manière. Donc le déni, ça se fissure un petit peu. Mmh. Après, pourquoi il y a du déni? Bah, tout simplement quand les gens sont obligés de se faire vacciner, fatalement, qu'ils préfèrent se mettre des œillères et puis oublier le fait qu'il peut y avoir des risques. Et c'est même ce déni, il peut être assez violent, hein. Les gens, ils ont surtout pas envie qu'on leur rappelle qu'ils sont en train de mettre en danger leur santé. Il y a aussi tous les médecins vaccinateurs, hein, qui, piquent les gens et qui, un certain nombre se sont mais vraiment enrichis fortement dans les vaccinodromes à cette époque-là. Ceux-là, ils avaient pas très envie qu'on leur dise, qu'ils faisaient du mal aux gens. Et puis quand il y avait un médecin qui, vaccinait un de ses patients et que le patient revenait avec, des myocardites, il avait pas très envie, de se dire qu'il y avait un lien entre ce qu'il venait de lui faire et puis le mal-être. Et donc tout ça, ça forme du déni et c'est tout on a toute une population qui est, on va dire, corrompue d'une certaine manière, que ce soit par la peur, que ce soit par des intérêts financiers, par le fait qu'ils sont impliqués, dans le processus. Même tous les gens qui ont vanté la vaccination en disant: «Faut y aller, faut y aller, faut y aller», bah, quand tu, voilà, tu as ton copain qui a fait une myocardite parce que tu lui as conseillé d'y aller, Mmh. tu pas très envie de te dire ça. Mmh. Mmh. Ce déni-là, il est entretenu par la participation des gens, en interne au système. Alors dans ton premier livre, ta thèse était, je veux dire, étonnante et n'avait évidemment pas plu aux médias puisque
Tu disais que la totalité des décès surnuméraires en France et donc évidemment dans les autres pays aussi, mais tu t'es occupé de la France, qui donc tous les décès surnuméraires en 2020, ne peuvent pas être attribués, au Covid-19, mais aux mesures gouvernementales et donc pas au virus. C'est une hypothèse évidemment qui n'a pas plu. Hem, Tu n'as évidemment pas changé d'avis, les statistiques le montrent toujours. Comment tu je veux dire, comment tu peux Alors, défendre ouais, ça ce n'est auprès pas une de quelqu'un? hypothèse, c'est une conclusion. Et il ne faut pas confondre Ouais. hypothèse et conclusion. C'est l'inverse. Les papiers qui prétendent que le Covid-19 tue des gens prennent pour hypothèse que le Covid-19 tue des gens. Et ils font pas de la science, hein. Ils observent, ils réalisent ce qu'on appelle un raisonnement circulaire en science, hein. Et je le montre en prenant différentes études, différents exemples. Moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que j'ai choisi de faire un travail d'enquête où j'ai décidé de dire: «Je ne sais pas d'avance de quoi meurent les gens en 2020». Et je regarde les statistiques, je regarde les informations qui sont disponibles, les informations officielles, en termes de statistiques qui vont me dire de quoi sont décédés les gens en 2020 et la conclusion de ce travail, c'est il n'y a aucun décès que l'on peut attribuer à un nouveau virus qui aurait circulé, qui s'appellerait SARS-CoV-2, qui déclencherait une maladie appelée Covid-19 et qui serait correctement identifiée. Ceci n'existe pas, n'est pas démontré scientifiquement. En revanche, je montre dans le livre qu'on peut attribuer tout un tas de hausses de mortalité aux mesures qui sont prises et de manière directe. Et donc ce travail-là, voilà, ce n'est pas une hypothèse de dire qu'il n'y a pas de mort au Covid-19, c'est la conclusion d'un Mmh. travail et c'est l'inverse de ce que font les gens qui déclarent qu'ils connaissent une maladie qui s'appelle Covid-19 déclenchée par un virus SARS-CoV-2. Ça, c'est leur hypothèse de travail. Et ce qui compte derrière, hein, ça ne permet pas de conclure que leur hypothèse est valable, hein. Ils font ce qu'on appelle un raisonnement circulaire. Et Ouais. donc, je maintiens ces résultats. Et d'ailleurs, plus on avance dans le temps, plus on a du recul sur ce qui s'est passé, et plus on va dire, j'ai de grains à moudre, et plus j'ajoute des arguments au fait que tout ce que j'ai raconté à cette époque-là est valide. Ouais, tu fais bien de le préciser au fait, hein, la différence entre hypothèse et conclusion et tu montres très bien dans ton livre, au fait, que toutes les études qui ont été faites, ne visent qu'à, la plupart du temps, prouver des conclusions préétablies. C'est ça, au fait, Ils arrivent et en fait, ils posent comme hypothèse, par exemple, que le Covid-19 va que le ravager confi l'humanité que le et confinement a fonctionné, ouais. que le confinement est surefficace. C'est leur hypothèse de départ. Au milieu, ils font des calculs de façon à perdre les gens et ils concluent: le Covid-19 allait tuer tout le monde, mais le confinement est efficace. Évidemment, on retombe sur l'hypothèse de départ, ça s'appelle un raisonnement circulaire. Et Mmh. ce raisonnement circulaire-là, pardon, il a aussi fonctionné à plein régime pour l'efficacité des vaccins, mais il n'est pas propre à seulement le mainstream qui voulait se défendre. Et le raisonnement circulaire, je le retrouve également dans tout un tas de présentations qui se prennent pour des conclusions, même côté des résistants, Mmh. Mmh. je mets des guillemets, enfin tout le monde s'appelle résistant, ceux qui n'ont pas joué. Mais voilà, je pense qu'en science, il faut se méfier des raisonnements circulaires et il faut bien faire la différence entre hypothèse et conclusion. Alors tu as un chapitre, tu parles beaucoup de la pharmacovigilance qui ne fonctionne pas, tu vas nous dire, mais aussi, par rapport à la reconnaissance des effets secondaires, tu parles de 2 barrières infranchissables. Ce qui m'amène à te demander, est-ce que tu penses que les recours en justice, justement, par rapport à ces barrières infranchissables que tu vas nous expliquer, est-ce qu'ils servent à quelque chose? Et quelles sont ces barrières, qui rendent la reconnaissance des effets secondaires, comme tu le cites, infranchissables? Alors déjà, en question de vocabulaire, je vais faire exprès de te reprendre, pour bien que ça permette d'expliquer des choses aux gens. Ouais, c'est très bien. On ne parle pas d'effets secondaires, on parle d'effets indésirables. Un vaccin, on tombe malade juste après, le fait d'être malade, c'est un effet primaire. Mmh mh. Ça rend malade, c'est documenté, c'est connu, c'est même fait exprès, hein, il y a des adjuvants dans les vaccins de façon à ce que vous ayez une réaction pour vous rendre malade, puisqu'on dit qu'il faut rendre malade les gens de façon à avoir possiblement une protection. Mmh. Donc le fait d'être malade, voire très malade après un vaccin, c'est un effet primaire, du vaccin. S'il existe un effet secondaire, c'est celui d'être protégé, hein, contre quelque chose. La protection est un effet secondaire, le fait d'être malade est un effet primaire. C'est pour ça qu'on parle, d'effets indésirables. Donc des freins, il y en a plein en termes de reconnaissance. Est-ce que c'est une barrière infranchissable? Pour l'instant, oui. Est-ce que les recours en justice servent à quelque chose? Mais oui, quand même. Même si beaucoup de recours en justice n'iront pas jusqu'au bout parce qu'il y a tout un tas de barrières pour les empêcher d'aboutir, chaque recours en justice, il permet de mettre sur le devant de la scène qu'il y a un problème et qu'il faut se battre et de désigner quand même qui sont enfin, qui est le problème.
Et le fait que la justice, à chaque fois, donne raison à l'industrie pharmaceutique, ça permet de mettre en lumière à quel point l'industrie est protégée. Elle est protégée par la loi. Donc, est-ce qu'on peut gagner des procès tout de suite? C'est pas dit. En revanche, il faut avancer dans le bon sens. La justice, en France notamment, elle n'est pas indépendante du pouvoir politique et surtout, elle n'est pas indépendante de ce qui est la pensée générale, quoi. Si tous les juges pensent que la vaccination est sûre et efficace, il est fort probable qu'ils accordent peu de crédit aux gens qui se plaignent. Voilà. Mais à force de mettre en lumière les problèmes de la vaccination, notamment Covid-19, on va bien. L'idée, c'est quand même de briser l'omerta dans le public, de façon à ce que le grand public se rende compte qu'il y a un problème général avec les vaccins. Ça mettra pression aussi sur le politique, qui peut-être pourra envisager de se sauver un peu les fesses quand ça gagnera suffisamment fort en changeant la loi. Et il n'y a qu'une fois qu'on réussira à changer le politique pour changer la loi que peut-être on pourra gagner des choses en justice quand la justice sera moins en faveur des laboratoires pharmaceutiques. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai écrit un livre, c'est pour continuer d'informer le public, finalement d'agir sur l'opinion publique en général de façon à avancer dans le bon sens. Et tant que l'opinion publique n'est pas parfaitement consciente des problèmes que l'on a, ce sera très difficile de gagner en justice, au moins pour le moment. Voilà, donc pour moi, ça doit se faire dans ce sens-là. On gagne l'opinion publique en informant les gens de ce qui est en train de se passer, le plus possible, en faisant le maximum de bruit. Ça fera pression sur le politique et ensuite, on pourra gagner en justice un peu plus facilement. Le problème dont tu parles, c'est aussi la causalité. Ils exigent qu'il y ait une causalité parfaite entre, l'injection, et les effets de cette injection, mais c'est quasiment impossible à prouver. C'est ça aussi où Là, on parle de loi. Au début du livre, j'explique il y en a plusieurs des problèmes, hein. Un des problèmes, c'est un problème légal. Actuellement, il y a des lois qui, on va dire, qui réglementent le lien qui existe entre un consommateur et un producteur. Et quand vous achetez une machine à laver, si elle fonctionne pas, vous pouvez vous retourner contre votre vendeur. Ça, c'est la loi qui vous le permet. Le vendeur, lui, peut se retourner contre le fabricant. Et dorénavant, sur toutes les grosses machines, il y a ce qu'on appelle des garanties de constructeur, ce qui fait que le consommateur se retourne directement contre le fabricant sans passer par le vendeur. Donc ça, il y a un cadre général légal qui est posé, mais ce cadre général légal, il a été modifié juste pour la partie des médicaments, de façon à protéger les laboratoires pharmaceutiques, où on a rajouté une loi supplémentaire en disant que dans le cadre d'un médicament, ça n'allait pas fonctionner comme ça. Il allait falloir que le plaignant, hein, celui qui a subi des effets indésirables ou celui qui porte plainte, si vous êtes mort, c'est pas vous qui allez porter plainte, c'est votre famille, apporte la preuve définitive que c'est bien le médicament, pas forcément un vaccin, hein, ça dépend, mais que c'est bien le médicament qui a entraîné à coup sûr l'effet indésirable, et de prouver en plus que ce médicament-là cause cet effet indésirable. C'est-à-dire que même la loi obligerait le plaignant à mettre en place un essai clinique pharmaceutique avec, voilà, vous voyez, une cohorte de témoins, une cohorte test, etc. Enfin, c'est complètement débile mmh de faire ça. Et donc, ce qui fait que tout est fait de façon à empêcher qui que ce soit de se retourner contre l'industrie au motif, et c'est écrit dedans, hein, de protéger les évolutions, comment dirais-je, les progrès technologiques de l'industrie pharmaceutique, mais évidemment ses profits. C'est écrit noir sur blanc. Ouais, ouais et tu cites cette directive du Parlement et du Conseil européen, spécifique aux médicaments et usages humains qui a été publiée en 2001 afin de préciser celle de 1985. C'est excellent, hein. L'article 2 stipule donc que toute réglementation en matière de production, de distribution ou d'utilisation des médicaments doit avoir comme objectif essentiel la sauvegarde de la santé publique. Alors tu dis: «Ce n'est pas rien de le dire», nous voilà rassurés jusqu'à l'article 3. Toutefois, ce but doit être atteint par des moyens qui ne puissent pas freiner le développement de l'industrie pharmaceutique et les échanges de médicaments au sein de la communauté. Au fait, la sauvegarde, tu dis, de la santé publique s'arrête là où démarre le profit. Tout est dit là, au fait, Pierre, C'est vraiment, c'est écrit noir sur blanc dans la loi. Enfin, voilà. Et donc c'est pour ça qu'il faut commencer. Avant de se dire on va pouvoir gagner un procès, il faut changer la loi. Des juges qui appliquent la loi telle qu'elle est écrite aujourd'hui ne vont pas donner raison aux plaignants, même si on a un médicament dangereux qui tue des gens. Voilà. mmh Alors, Pierre, imagine, je suis devant un sujet incrédule qui dit: «Mais non, les vaccins sont efficaces», un lecteur du Monde. Heu, En termes de statistiques et de chiffres que tu as vus, par rapport, aux effets, indésirables du vaccin, qu'est-ce que tu lui dis, pour essayer, tenter de le convaincre, pour autant que ça soit encore possible? Qu'est-ce que tu lui montres comme chiffres, en termes de baisse de natalité, de mortalité,
voilà, ils sont dans ton livre, mais imagine dans une discussion. Je lui dis qu'il a raison de commencer par être incrédule parce que c'est la bonne démarche scientifique. Moi, j'avais très peur en début d'analyse de ces chiffres d'être tenté de surinterpréter ce que j'allais voir et de voir des hausses de mortalité là où il y en a pas. Voilà et donc je me méfiais de moi-même de façon à essayer de me dire: «Attention, tu risques de t'attendre à trouver un résultat et donc il faut pas que tu te laisses embarquer». Ouais, surtout que quand on cherche un résultat, on a tendance à À le vouloir le trouver trouver. facilement en statistique. Et donc j'ai analysé, j'ai regardé, tant que je voyais rien d'ailleurs, moi les premiers mois de la vaccination où j'ai absolument rien écrit sur le sujet, on voyait rien. Mais quand les données ont commencé à remonter toutes et à se dessiner clairement, là, j'ai publié et j'ai montré comment je trouvais les résultats. Et la manière dont j'ai fait des choses, c'est que j'ai pris, dans tous les pays européens et toutes les tranches d'âge où j'ai des données, j'ai regardé le nombre de décès qu'il y a toutes les semaines. Et puis en face, j'ai mis le nombre de vaccins reçus par cette même population, cette même tranche d'âge dans ce même pays. Et j'ai découvert, en comparant ces 2 données, que lorsqu'il y avait une campagne massive de vaccination, il y en a eu à différentes époques, eh bien ça entraînait derrière, juste derrière, une hausse de la mortalité, de cette même tranche d'âge, à ces mêmes moments dans ce même pays. Et voilà, c'était tellement, visible que, Hein, j'ai fait des statistiques de façon à voir si ça pouvait être dû au hasard et c'est pas le cas. Et je suis pas le seul à avoir trouvé ça, Patrick avec Meyer, un Patrick chercheur Meyer belge, notamment, ouais, ouais. de l'université de Liège, avec une autre méthode, d'ailleurs en récupérant les données sur d'autres sites que moi, a fait le même constat, lui en utilisant des méthodes de machine learning. Ou des méthodes de machine learning, on met les tableaux de données dedans et on lui dit, on dit à la machine, voilà, je veux pas t'influencer, dis-moi ce que signifient les données qu'il y a à l'intérieur. Et la machine dit, c'est simple, plus tu vaccines les gens, plus ils meurent. Ce qui est quand même un problème en termes de lien. Et voilà, je l'ai contacté et comme on avait deux méthodes différentes, à partir de ces deux méthodes, il a écrit un papier qu'il a pu réussir à soumettre dans le cadre d'un colloque international de bioinformatique, biotechnologie bioinformatique. Et dans ce colloque-là, ils ont relu et puis ils ont dit, bah oui, ce sont des données publiques, valides, avec des méthodes classiques, deux différentes, qui donnent des résultats qui sont cohérents, à savoir, quand on vaccine des gens, ça déclenche une hausse de mortalité. En tout cas, il y a une hausse de mortalité qui arrive derrière, donc il serait peut-être temps de se poser des questions. Voilà. Et ça n'a pas été facile de trouver des gens pour nous relire, parce que dès qu'ils voyaient le titre et nos conclusions, évidemment, ils refusaient de regarder par peur qu'on puisse avoir raison. Donc il a vraiment fallu batailler, pour réussir à ce qu'une instance, on va dire, neutre, d'ailleurs qui a plutôt publié des choses, avec des gens qui étaient très favorables à la vaccination, tout ça, aussi se penche sur nos travaux pour dire: «Bah non, voilà, quand on regarde les chiffres à froid, c'est ça que ça donne». Ouais, et il était d'ailleurs, ennuyé, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, Patrick Meyer par son université. Il a eu des gros problèmes d'avoir en fin de compte dit la vérité, quoi. Et il a reçu des articles aussi diffamants dans la presse, écrits par Le Vif, je crois, et d'autres, enfin des choses vraiment atroces en disant que voilà, c'était un clampin qui faisait n'importe quoi. Enfin bref, il a dû se défendre pendant assez longtemps alors que, pourquoi est-ce qu'il a publié ces résultats? Il avait écrit ce qu'on appelle un préprint, donc qui était pas encore relu par les pairs, mais quand il a découvert, on était en pleine vaccination contre les jeunes, que, plus on vaccinait, plus il y avait de morts, il s'est dit: «Mais il faut pas que j'attende, 2 ans de relecture de mon papier pour prévenir trop tard. Il faut absolument que j'essaye de faire d'alerter les pouvoirs publics qu'il faut arrêter tout de suite parce que c'est trop dangereux. Et donc il s'est dit, en tant que chercheur, je suis obligé de dire Mmh. et je suis obligé de prévenir les gens. Sinon, on me le reprochera plus tard d'avoir vu et d'avoir rien dit. Donc il s'est vraiment, il s'est mouillé, c'est le cas de le dire. Et plutôt que de vérifier ses travaux, c'était une campagne voilà, souillure de son travail qui a Mmh. été terrible. C'est pas le seul à qui c'est arrivé, hein. Tout chercheur qui s'est, exprimé dans cette crise pour dire autre chose que la vaccination est sûre et efficace, a vu sa réputation ternie, de manière éhontée. Ouais, tu parles aussi d'une baisse de la natalité et d'une mortinescence, ça aussi tu as constaté des chiffres assez importants, assez effrayants? Oui, enfin, quasiment toute la presse écrit, depuis maintenant plusieurs mois, voire années, qu'il y a une baisse sans précédent de la Mmh. fécondité, dans toute l'Europe. Voilà et donc c'est forcément, toute raison est évoquée, voilà la peur, l'éco-anxiété, la guerre en Ukraine, l'inflation, mais alors tout sauf le vaccin, hein. Il y a Ouais. personne qui veut parler du vaccin là-dedans.
En Europe, la fécondité baisse de manière continue depuis des années, mais donc là, on pourrait me dire: «Oui, bah, donc il se passe rien». Si, si, il y a une Mmh. accélération de cette baisse. Et il se trouve que quand on regarde les statistiques, l'accélération de la baisse, elle démarre 9 mois après la vaccination des jeunes femmes, voilà. Et donc on vaccine les jeunes femmes, moins 9 mois après, il y a moins de bébés qui naissent. Il serait peut-être temps de se poser la question: «Pourquoi?» Mmh. et d'arrêter de regarder toutes les autres raisons sauf celle-ci. Au passage, les autres raisons invoquées, par exemple la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, c'est février 2022, alors que la baisse de la fécondité, c'est 2022 aussi, début 2022. Enfin, plutôt au premier trimestre 2022. Et la gestation des femmes, ça dure 9 mois. Donc s'il y a un événement, par exemple la guerre en Ukraine, faisait peur aux gens qui fait qu'ils font plus de bébés, ça devrait se voir 9 mois plus tard, c'est-à-dire fin 2022, début 2023. Et ça correspond pas. L'inflation, c'est pareil, c'est à l'été 2022 l'inflation. Donc pareil, ça devrait faire une baisse de fécondité en 2023. Donc ça va pas du tout ces explications, le temps fonctionne pas. La seule explication qui fonctionne en termes de date, c'est la vaccination des jeunes Mmh. femmes. Et le deuxième indice qu'on a, tu viens d'en parler, c'est que pile au moment de la vaccination des femmes enceintes, on bat des records de ce qu'on appelle de mortinatalité ou de mortalité néonatale précoce, plutôt c'est comme ça que ça s'appelle, c'est-à-dire les décès de nourrissons dans les premiers jours de leur vie. Voilà. Et donc ça, c'est un signe. Habituellement, quand il y a un décès à ce moment-là, c'est que le bébé est né trop tôt. Voilà, donc c'est parce on peut appeler ça une fausse couche, mais là, c'est le bébé est viable, donc c'est plutôt des très grands prématurés. Et quand il y a un très grand prématuré, ben, le bébé est perdu beaucoup plus souvent que quand il est interne. Voilà. Donc là, c'est ce pic de mortalité néonatale précoce, c'est signe de très grands prématurés qui ont tous lieu pendant la vaccination des femmes enceintes. Voilà. Donc la Mmh. causalité, elle est assez simple. Il y a une vaccination de masse des femmes enceintes. Ça fait qu'il y a des femmes, malheureusement, qui supportent pas, qui font un accouchement direct. Et les bébés qui étaient bien trop prématurés à ce moment-là, ben, on va en perdre. Et bien plus que d'habitude. Et ça fait une mortalité significative. Ce qui veut dire que toutes les statistiques qu'on a à disposition montrent et sont cohérentes entre elles. Ça fait des dégâts sur la fécondité, ça fait des dégâts pendant la gestation, et donc c'était problématique. Mais vous n'avez toujours pas en France une, statistique qui lie, vaccination et mortalité, je pense, hein? Ils refusent de faire ça aussi? Oui, oui, ça je l'aurais pas rappelé dans le livre parce que je l'avais déjà dit dans le premier livre. Toutes les demandes qu'on a faites, au ministère de la santé, même auprès de la CADA, de dire: «Mais donnez-nous, le lien qu'il y a entre mortalité et vaccination». Statistique, hein, voilà. On veut savoir depuis 2020 quel est le décès de tous les Français selon le statut vaccinal. C'est simple, hein, s'il y a vraiment un virus mortel qui circule et que la vaccination est sûre et efficace, alors les vaccinés meurent moins. On veut vérifier ça. Est-ce que les vaccinés, par tranche d'âge évidemment, hein, meurent vraiment moins que les non vaccinés? Si on Et n'arrive ça, pas à le démontrer, c'est que ça servait à rien. Si la statistique est dans l'autre sens, c'est qu'on a nui aux gens. si vous appréciez notre travail, soutenez-nous. Ce n'est qu'à cette condition que nous pourrons continuer. Ouais, sans être complotiste, le fait qu'il ne veut pas donner ces chiffres, a quand même du sens. Ça risquerait d'abord de révéler que la vaccination n'a servi à rien, mais surtout qu'elle a tué des gens. Oui, et pour je pense ils veulent surtout pas qu'on regarde, mais sans même avoir faire l'effort de regarder, si ça se trouve, ce serait même pas significatif, mais ils veulent surtout pas prendre le risque. Le risque qu'ils veulent pas prendre, c'est sur tous les aspects, hein, il y a un bouquin là qui passe, enfin où il y a des journalistes qui passent dans les médias en France actuellement, expliquant que le premier réflexe des politiques français au tout début de la crise, ça a été de mettre en place des lois pour se protéger eux-mêmes et pour éviter qu'on leur reproche quoi que ce soit. Alors évidemment, c'est en mode, là c'était sur les masques où ils voulaient pas se rendre responsables sur le fait qu'il y avait plus de masques, que c'était pas de leur faute. Donc ce que les journalistes, du Monde racontent du Monde, je crois que c'est les journalistes du Monde racontent, c'est que voilà, il y avait une grande pandémie, on n'était pas assez préparés et donc les politiques se dédouanaient de tous les manques qu'ils avaient faits face à l'impréparation, face à la pandémie. En fait, il s'est rien passé du tout. Mais on voit bien que le réflexe des politiques, ça a été de commencer par sortir les parapluies. Si jamais il y avait une grande pandémie, il fallait commencer par sortir des parapluies pour dire: «Ah, si ça se passe mal, c'est pas de notre faute». Et c'est ce qu'ils font sur toutes les étapes. En fait, il s'est rien passé, mais ils veulent pas qu'on fasse de vrais bilans parce qu'il s'est rien passé, ça a coûté des milliards et ils sortent les parapluies de façon à ce qu'on puisse pas les accuser. Et puis derrière, ils lancent la vaccination, pareil, ils sortent les parapluies pour que surtout pas on puisse aller regarder les dégâts que ça a fait. Donc quelle que soit la logique, hein, on voit bien, c'est même pas, on va dire, il y a même pas de complot organisé, quand on voit ces comportements, c'est pas des gens qui sont au courant qu'il se passe quelque chose et qui s'organisent pour y participer. C'est des gens qui subissent
en permanence ce qui leur arrive et dont mais vraiment le seul intérêt, la seule chose sur lequel ils vont vraiment insister, c'est surtout: «C'est pas moi!» Voilà. D'entrée de jeu, on met tout en branle de façon à pouvoir dire que c'était pas moi. En fait, on peut dire maintenant que le Covid-19 a révélé un système de corruption, qui fonctionne assez bien, avec des gens qui sont avides de pouvoir et d'argent. Et tu parles aussi dans ce système de corruption des grandes revues qui diffusent, en fait, n'importe quoi souvent. Oui, c'est pour l'instant, je sais même pas si je dois dire souvent parce que je crois que j'ai pas encore lu une étude sur lequel je me dis: «Ah ça c'est bien fait, ça c'est bien foutu, on a des bonnes variables bien expliquées, on a une bonne expérience témoin, on a suffisamment de monde pour que ce soit significatif, on a fait un vrai modèle qui tient la route en vérifiant des hypothèses». Pour l'instant, j'en ai lu zéro, hein. Des études Heu, qui sont bien faites comme ça et En j'ai fait, lu ouais, des centaines d'études, concernant le Covid, que ce soit dans The Lancet, le BMJ, qu'est-ce que dans quoi j'en ai lu? Dans Nature, dans Science. Dans mes bouquins, j'en démontre quelques-unes pareil pour l'exemple quoi, mais vraiment tout est du grand n'importe quoi et en effet, donc alors il y a une corruption du fait que c'est très cher d'être publié dans ces grandes revues et qu'il faut payer, que le laboratoire pharmaceutique paye, ces grandes revues-là, de façon à avoir des places. Donc il y a une certaine corruption monétaire. Il y a le fait que les relecteurs, ceux qui écrivent ont tous des liens avec l'industrie pharmaceutique et donc comme il y a un pognon fou à se faire, on est toujours bien gentil avec les résultats qu'on va montrer. Ça, c'est un deuxième type de corruption. Et puis, bah, je suppose qu'il y a une flemme incommensurable de tout le monde à publier, et il y a une habitude qui a été prise de publier, mais du n'importe quoi, à la puissance 10. Donc ça, c'est une corruption au sens, tu sais, quand il y a la corruption des cadavres, là, c'est le pourrissement. Voilà, on a vraiment un mmh. système, pseudo-scientifique complètement pourri jusqu'à l'os, qui fait du n'importe quoi et qui sert plus que de caution, à, voilà, faire des jolis articles parce qu'on met un article dans une revue comme ça, derrière c'est repris par toute la Ouais, presse. c'est du marketing, que tu le dis, que Oui, c'est c'est du marketing quoi, ça sert plus que c'est du marketing labellisé, on va dire, à ré et puis à raconter n'importe quoi. oui, tu parles aussi de la différence de traitement entre l'efficacité et la sécurité. Parce que c'est énorme, on nous avait parlé de 95 d'efficacité du vaccin Pfizer, qui est basé sur quoi, en fait? Et alors que la sécurité, là, quand on sort des études, il faut vraiment, avoir un Oui, j'explique dans le premier livre, enfin que l'efficacité démontrée c'est 0, hein, du vaccin Pfizer. C'est-à-dire que l'étude, telle qu'elle est construite, il y a pas d'expérience témoin qui est proprement réalisée, et puis de toute façon, il y a le livre de Christine Coton, «Tous vaccinés, tous protégés», qui montre que de toute façon, il y a rien dans l'étude qui respecte les bonnes pratiques quand on fait utilisées par les laboratoires pharmaceutiques pour faire des études médicales, hein. Voilà, il y a rien qui est respecté. Moi, juste sur la partie, je m'intéresse à ce que c'est que le groupe test, le groupe témoin et comment est-ce qu'on compte la différence entre les deux, ça va pas, il y a rien qui va. Donc ça, c'est un premier point. Donc de toute façon, l'efficacité montrée, c'est zéro parce qu'on respecte pas un bon protocole mis en place de façon à comparer correctement deux groupes. Mais même, imaginons qu'ils avaient correctement fait leur travail et qu'ils allaient montrer quelque chose. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit 95 d'efficacité? Parce qu'ils disent: «Au bout des 6 mois, on a trouvé 172 cas positifs», et pas malades, hein, voilà. Le vaccin protège pas contre la maladie, il protège contre le fait d'être positif, hein, grosse nuance. 172 cas positifs, chez les non vaccinés contre 8 chez les vaccinés et donc ce qui fait un taux d'efficacité de 95. Mais c'est ce qui s'appelle un taux d'efficacité relatif, puisqu'on est en train de compter la différence que entre ceux qui ont des tests positifs. Mais dans l'étude, il y a 40 000 personnes. Ça veut dire qu'au bout de 6 mois, ils ont réussi à trouver que 172 tests positifs chez les 20 000 personnes non vaccinées et 8 chez les 20 000 personnes vaccinées. Et donc ce qui fait que l'efficacité absolue, dans la population, c'est pas 8 contre 172, c'est, 8 sur 40 000 d'un côté et 172 besoin. 40 sur 20 000, pardon, sur 20 000 de l'autre. Ce qui fait que dans l'efficacité absolue, elle est presque zéro. C'est-à-dire qu'en fait, dans une population, d'après leur étude, on trouve quasiment jamais de tests positifs, quoi qu'il arrive, et donc, bah, vacciner contre quelque chose qui arrive quasiment jamais, ça sert à rien. Donc même l'étude de Pfizer montre il y allait y avoir absolument aucun gain mesurable dans la population avec leurs produits. Ça, c'est l'importance de regarder ce qu'on appelle l'efficacité absolue d'un produit par rapport à l'efficacité relative. Les tests PCR, dans cette mise en scène Covid ont été vraiment,
un point central. Tu es d'accord avec ça? D'ailleurs, j'avais interviewé Raoult, qui n'était qui a un peu balayé ça d'un revers de la main. D'ailleurs, pas mal de questions dans l'interview, tu pourrais réagir, hein, parce que tu lui avais posé une question, à laquelle il n'a pas vraiment répondu. Mais les tests, les tu l'expliques aussi à la fin du pass sanitaire, tout d'un coup, le vaccin n'est plus efficace. C'est ça que tu dis, je crois? Parce que? Oui, oui. Parce que alors déjà, les tests PCR ont permis on va dire, de mettre en place le narratif de la pandémie, puisqu'il y avait pas du tout plus de malades que d'habitude, et il y avait pas de malades différents de d'habitude. Ça, c'est ce qu'on voit dans les statistiques des hôpitaux français ou remontées par les médecins. Sur 2020-2021, hein, il y a pas plus de malades que d'habitude, hein, donc ni dans les hôpitaux, ni qui vont voir un médecin. Il y en a même moins, donc il y a Il y absolument a juste aucune une autre trace. codification. Il y a juste une autre Voilà. codification, quoi. C'est juste que, bah, la grippe, ça n'existe plus, la tuberculose non La plus, pneumonie. les bronchopneumatiques chroniques, tout ça, ça n'existe plus dans les statistiques. Alors, il en reste un tout petit peu, mais ça s'est effondré et à la place, tout est enregistré en Covid-19. Bon, et les tests ont été, vraiment la pierre angulaire du narratif, de façon à faire croire qu'il se passait quelque chose. On comptait le nombre de positifs en disant: «C'est des malades». C'est pas des malades du tout. La majorité des tests positifs étaient des gens en parfaite santé, hein. Ce qui a fait dire: «Bah, ce sont des malades asymptomatiques». Bon, c'est pas ça. Là, il faut regarder si le test a du sens, et statistiquement, quand on télécharge les données sur le ministère de la Santé, on voit qu'il y a aucun rapport, mais aucun, entre un malade et un test positif. Il y a pas de lien, il y a juste pas de lien entre les 2. Ce qui fait que les tests sont bidons. Et en effet, c'est une question à poser à Didier Raoult, puisque Didier Raoult a fait la promotion du test à grande échelle de toute la population. Ouais, il en faisait des milliers par jour, je pense, hein, Oui, mais à Marseille. avant d'utiliser des tests, on doit s'assurer qu'ils sont fiables. Et c'est même pas une question de cycle, hein. D'accord, on amplifiait les cycles de façon à avoir plus de positifs, mais même les tests réalisés par l'IHU de Marseille, il y avait pas de lien, d'ailleurs ils le publient, il y a pas de lien entre un test positif, et un malade, enfin, c'est juste 2 choses complètement différentes. Donc ce qui fait que ce sont des tests bidons. Et je posais la question à Didier Raoult, puisqu'il était au conseil d'administration de bioMérieux pendant la crise, qui vendait des tests Covid et qui a fait des bénéfices records pendant la crise en vendant des tests, et que bioMérieux fait partie des fondateurs de l'IHU de Marseille. Voilà, donc il y avait quand même un lien à poser sur la relation, sur l'indépendance, ou plutôt les conflits d'intérêts qu'il y avait entre l'IHU de Marseille et Didier Raoult en particulier pendant cette période pour faire la promotion de tests qui se sont révélés être parfaitement bidons. Enfin, il n'y a pas d'autre terme. Ouais, il n'a pas l'air pressé de répondre à cette question, hein. Voilà, nous, on est là pour, on recherche la vérité, donc on va pas, parce que, Didier, Raoult a été fort présent pendant la crise et a fait des bonnes choses aussi, on va Je pas, l'ai remercié, Didier Raoult, on personnellement. va Je lui ai pas envoyé ouais, un mail pour le remercier de son action et de ne pas avoir fait paniquer les gens. Je lui ai posé d'autres questions, notamment sur les mmh résultats de tests, ou sur le principe pandémique et les variants dont il parlait, où il n'y avait pas absolument aucune trace dans les statistiques et où je m'étonnais fortement. Je lui ai posé des questions aussi quand il a défendu la vaccination un nombre de fois hallucinant pendant cette période-là, notamment en prétendant avoir réussi une étude avec, j'ai oublié Chabrière, j'avais oublié son nom, le professeur Chabrière, un modèle qui montrait que les vaccinés mouraient moins que les non vaccinés. Et donc j'ai fait une étude critique de son modèle pour lui poser des questions en disant: mais ça va pas, on n'a pas les bonnes hypothèses, on a un problème avec les données en plus, enfin il a pas j'ai fait toute répondu. une liste de ce qu'il n'avait pas. Donc voilà, aussi bien je peux le remercier pour tout un tas de choses, mais sur des questions scientifiques à côté, je dis quand ça va pas. Évidemment, il a rejeté aussi d'un revers de la main les gains de fonction, hein, alors que Jean-Marc Sabatier qu'on vient d'interviewer, les connaît bien les gains de fonction parce qu'il a travaillé, dans ce domaine-là. Il a beaucoup d'amis scientifiques qui ont travaillé dedans aussi. D'ailleurs, en parlant de la Pour le coup, je suis vaccination, d'accord avec Didier Raoult, moi, hein, sur ce sujet. sur les gains de fonction, Oui, oui. avec on en parlera avec Jean-Marc parce que lui, vraiment a travaillé là-dessus dans des laboratoires J'en donc discute avec Jean-Marc volontiers, qui est quelqu'un vraiment d'exceptionnel, mais ouais, ce qui n'empêche que je suis pas d'accord scientifiquement. OK, Ça mais pose pas de souci. c'est Ça s'appelle la intéressant. controverse. On en parlera, on sort un peu du sujet, mais justement, par rapport au vaccin, en fait, dès le départ de la vaccination, tu le dis, on découvre qu'il y a des morts qui ont été signalées. Ils le Oui, bien savent. sûr. On est dès fin, je crois que ces premières semaines de vaccination avec Pfizer, il y a des signalements qui remontent, auprès du ministère de la santé français, où on dit déjà que dès les premières semaines, il y a déjà un mort. On dit: «Mais non, mais ça là, c'est le vaccin, qui l'a tué», et il y a 8 morts suspects, et c'est écrit en gros en rouge, et ça remonte direct. Donc dès janvier 2021, tout le monde au ministère de la santé suffisamment haut placé est au courant qu'il y a des problèmes avec la vaccination.
Et pourtant on continue, hein, et Ouais, puis ensuite derrière, il y a le premier vaccin qui va tomber, être arrêté, ce sera AstraZeneca, à chez les cause moins de de 40. décès, qui arrivent de thromboses multiples, ça sera au mois de mars 2021. Après malheureusement le décès de plusieurs personnes, notamment que j'ai interviewées, hein. Donc les soupçons arrivent très, très tôt. Malgré ça, la vaccination continue et puis en plus même quand ils savent que c'est dangereux, à aucun moment ils retournent vers les personnes qui ont été vaccinées, hein, voilà. Il y a Anthony Et alors Rieu, que médecin et interne. c'est la première fois qu'une campagne de vaccination, qui, cause des morts assez rapidement, en tout cas en France, n'est pas arrêtée puisque tu me montres que dans d'autres campagnes de vaccination, dès lors qu'il y avait, des centaines de personnes qui ont eu, le syndrome de Barré, là, tout ça et d'autres choses, tu montres qu'ils arrêtaient parce que ils se disaient: «Nous, ouh là, c'est dangereux, quoi». Oui, il y a eu, en effet des campagnes de vaccination qui ont été arrêtées par le passé. Après, il y a eu aussi d'autres, campagnes avec d'autres médicaments qui ont perduré malgré les alertes, Ouais. hein. L'hépatite B, ça a continué pendant vachement longtemps. H1N1 aussi, bon, même s'il y a pas grand monde qui se les fait faire H1N1. Et puis il y a d'autres médicaments, hein. Le Mediator, ça a continué pendant des Mmh mh. années alors qu'il y avait des décès qui étaient remontés. Même si au final, le nombre de décès attribués au Mediator, c'est très, très loin des vrais gros autres scandales de l'industrie pharmaceutique. On parle de quelques milliers, ce qui est déjà beaucoup, hein, mais c'est ridicule par rapport au reste. Regardez sur internet le Bextra, regardez sur internet aussi les scandales des opioïdes, dont on n'a pas fini, hein, c'est très Ouais. loin d'être fini comme scandale. C'est tellement de centaines de milliers de morts rien qu'aux États-Unis que ça a fait même baisser le calcul d'espérance de vie. Enfin, voilà, donc Ils font même des séries Netflix, tu dis, hein? oui, oui, il y a Et Painkillers, qui peut être vu, qui retrace un des 2 procès concernant, un des médicaments opioïdes. Mais il faut comprendre que c'est un problème fleuve. Il y a pas que ça, que le problème des drogues, générales qu'on appelle médicaments, mais qui sont des drogues utilisées d'ailleurs par des junkies, ensuite, une fois qu'ils sont drogués et qu'ils sont habitués, ça pose des soucis, mais qui sont d'ordre sociétaux. Enfin, ça détruit la société en entier, hein, ce genre de pratique. Donc oui, il faut, remettre dans le contexte. À la fois, on n'a pas d'exemple où on a pu faire autant de mal aux gens avec une campagne vaccinale obligatoire, et elles ont été arrêtées par le passé, ce qui fait que c'est possible. Et on doit, s'alerter, en tout cas des méfaits de l'industrie pharmaceutique de ces, dernières décennies qui, en toute impunité, réussissent à même, intervenir sur la démographie quoi, tellement c'est visible. mmh mh. Et on pourrait dire, beh, il y a la pharmacovigilance, on dira, un incrédule dira: «Mais la pharmacovigilance est là, elle est là pour, recueillir, les effets indésirables du vaccin», Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'un incrédule me dira pas: «La pharmacovigilance est là», parce qu'en fait, ils connaissent pas le Ouais, en système. plus, il y a ça aussi, ouais. Mais ça C'est fait partie du système de dysfonctionnement, en fait. Ça f exactement. le fait qu'ils le connaissent même pas. Le principal dysfonctionnement, c'est que personne ne sait qu'en fait, que quand on a un effet indésirable de n'importe quel médicament, on doit se signaler à la pharmacovigilance. Les gens savent pas ce que c'est, hein. Les gens ne savent pas qu'en fait, il y a un formulaire en ligne qu'ils peuvent remplir en déclarant leur effet indésirable, et qu'en fait, quand ils en parlent à leur médecin pour dire: «Bah, là, je me sens pas bien après tel truc, ou il m'est arrivé telle chose après tel type de médicament», le médecin est normalement obligé Ouais. de faire une déclaration, qui fait quasiment jamais. Ça lui prend 2 heures. D'ailleurs, souvent, il a même pas de retour dessus, donc puis il est pas très envie de dire que c'est de sa faute, donc il Ouais. le fait pas. Et à ce stade, d'ailleurs, il faut rappeler que le médecin, on lui demande même pas de juger de la causalité. Il est censé faire la remontée, point. J'ai donné tel médicament à telle personne à telle date, et telle date après, bah, il a fait tel truc, un arrêt cardiaque, un Guillain-Barré, donc c'est-à-dire une paralysie, notamment faciale par exemple, qui peut se voir, une très grosse maladie, très gros un état grippal fort, une grosse fièvre et cetera, et il est censé l'écrire. Et s'il ne l'écrit pas, ça va pas remonter. Et le but du jeu, c'est qu'ensuite, dans les CHU qui font le suivi de pharmacovigilance, ils sont chacun par spécialité. Si jamais ils voient revenir plusieurs bulletins à la suite, qui montrent la même chose, normalement, c'est le moment où ils se posent des questions, se disant: «Ouh là, dans tel cas, ça peut être dangereux, peut-être qu'il va falloir mettre des contre-indications, réfléchir ou voire même interdire le produit». D'ailleurs, au passage, hein, chaque année, il y a des centaines et des centaines de médicaments qui sont mis sur le marché, et chaque année, il y en a presque autant qui sont interdits de ceux du passé qui étaient sûrs et efficaces, mais qu'on interdit tellement il y a de problèmes avec, hein. Faut se rendre compte du flux permanent de nouveaux médicaments et d'interdiction des anciens, hein. Ça montre quand même qu'il y a un souci général, et que
la pharmacovigilance qui est très dysfonctionnelle parce qu'elle est jamais remplie et que, voilà, personne fait l'effort de le faire correctement, c'est le minimum qu'on a et c'est un signal d'alarme qui fonctionne suffisamment pour interdire des trucs, hein. Donc Mmh. c'est vraiment le service minimum, mais qui fonctionne à peu près et qui est censé, qui d'ailleurs dans cette période Covid aurait dû, démarrer quelque chose puisque des signaux d'alarme, comme on l'a dit, étaient remontés très tôt. Tu dis au début de ton livre qu'il faut être bienveillant avec ceux qui se sont fait vacciner, qui ont des effets secondaires, qu'il faut les accueillir, les écouter. Heu, mais il y a comme tout de même des gens qui savaient et qui savent ce qu'ils font. Je dirais les gens au-dessus, au pouvoir, puisque, rien que l'exemple du fait que les 2 premières semaines, de la vaccination, on était considérés comme non vaccinés alors que c'est à ce moment-là que les effets les plus graves survenaient. Hem, il y a des gens qui savent quand même que je veux dire, qu'est-ce que tu penses de ça en termes de pour pas rentrer dans le complotisme évidemment, mais que des gens savent très bien, à quoi ils jouaient? Je pense à des gens haut placés, des dans la politique ou dans la, ou évidemment, au conseil d'administration de Pfizer, ils savent à quoi ils jouent quand même, Eh beh, je suis pas pour l'instant, j'ai pas une grande certitude de ça, des politiques, il se trouve que j'en connais, même certaines personnes qui ont eu des très hautes fonctions à certains moments et par exemple qui ont fait vacciner leurs enfants et les Mmh mh. enfants ont des problèmes. Mmh. Donc si des gens étaient au courant, faut vraiment se taper très, très haut et je suis pas convaincu. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, la 1er réflexe qu'ils ont tous, c'est de sortir les parapluies, de toute façon, Mmh. quelle que soit la situation et s'il existe des gens qui sont au courant de l'escroquerie que nous avons vécue, il y a pas du tout besoin que les politiques en fassent partie puisque de toute façon, ils font que suivre les directives de lobby, et appliquent voilà des mesures leur servant, eux, à ne pas se faire inquiéter. Donc comment est-ce qu'ils se font pas inquiéter? Bah, de un, ils trouvent, un organisme, on va dire, supranational tel que l'OMS duquel ils vont suivre toutes les directives sans rechigner, bah, comme ça ils pourront dire: «C'est pas moi, c'est l'OMS». Et puis ensuite, en effet, ils mettent un arsenal législatif pour se protéger de toute mauvaise décision qu'ils pourraient prendre. Mais c'est tout ce qu'ils font. Donc ce ne sont que des passeurs de plats, des relais, et ces personnes-là n'ont pas du tout besoin d'être au courant qu'il se passe quelque chose de néfaste pour la population. D'ailleurs, le moins elles le sont, le plus elles sont convaincues, elles peuvent se convaincre du bien fondé de ce qu'elles sont en train de faire, et au mieux ça marche. Et même du côté des laboratoires pharmaceutiques, encore une fois, moi j'ai des discussions très enrichissantes avec des personnes résistantes, hein, qui ont travaillé ou qui travaillent pour l'industrie pharmaceutique de différentes manières, sur différents sujets, et où je ne suis pas du tout d'accord avec beaucoup de conclusions dites scientifiques, surtout quand je constate que bah, on va dire ce qui est la base d'une bonne démarche scientifique, où on est censé faire des expériences avec voilà, une expérience test, une expérience témoin, confronter ses résultats, ne pas rentrer dans un dogme, éviter les raisonnements circulaires, n'est absolument pas appliqué sur tout ce qui a trait, notamment à la médecine, et aux produits pharmaceutiques, mais même côté résistant. Donc c'est-à-dire que même si côté résistant, on voit bien que le comportement général, c'est pas d'avoir un comportement scientifique, mais plutôt d'être dans l'espèce de dogme, il n'y a pas de raison, de penser que ceux d'en face sont différents. Voilà, donc j'ai quand même l'impression d'avoir découvert un espèce d'immense système basé sur de la non-science, partagé aussi bien par des résistants que des non-résistants, et malheureusement, la cassure qui se fait entre les 2, c'est sur, voilà, certains phénomènes, de prise de conscience, d'intérêts privés qui interagissent. D'ailleurs, Raoult en parle beaucoup, hein, des intérêts privés, qui pilotent la recherche pharmaceutique. Mais voilà, des certaines prises de conscience comme ça, mais fondamentalement, il y a des incohérences des 2 côtés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la piste de «il savait», ben, pour l'instant, c'est possible, mais j'en ai pas trouvé. En tout cas, j'ai absolument aucune personne avec qui j'ai pu, avoir des échanges, qui savaient ce à quoi ils participaient, mais ils ont participé, voilà, parce que c'était, eux, ils y avaient un intérêt personnellement, à ce moment-là, où ils y ont été poussés, où ils avaient peur, mais pas parce qu'ils étaient conscients de participer à un truc de néfaste. Est-ce que tu sens que maintenant, la société pourrait en tirer un enseignement? Je cite souvent Zygmunt Bauman qui a écrit Modernité Holocauste et qui montrait que la Seconde Guerre mondiale et le nazisme avaient été mis en place parce qu'il y avait un système bureaucratique fabuleux qui l'avait permis et que rien n'avait disparu, au fait. Que ce système Mmh. bureaucratique, avec un fond, larvé totalitaire était toujours là et on l'a vu avec le covid. Est-ce que maintenant, la le drame de ce qui se passe va pouvoir, réveiller les consciences? Parce que tu le lis à la fin de ton livre, jusqu'où faudra-t-il aller pour obtenir un réveil des autorités?
le poids de la vérité semble bien faible contre celui du pouvoir et de l'argent, évidemment. Est-ce que tu es optimiste pour la suite Est-ce que c'est enfin la goutte de trop, ce Ça qu'ils ont fait? ça peut, sur certains sujets, par exemple sur ce qui a trait à la médecine et aux vaccins en général, enfin moi je suis plutôt quelqu'un, qui on va dire qui ne fait pas confiance d'emblée à quoi que ce soit et par exemple sur la vaccination en général, le fait qu'ils étaient aussi loin sur le Covid-19 et sur la vaccination, ça venait aussi du fait que pour la population, on a ancré dans la tête des gens que tous les vaccins, c'est sûr et efficace, tout Mmh. est démontré, il y a jamais aucun problème, allez-y, vous avez l'habitude et les gens y ont été. Il y a tellement eu de dégâts qu'à minima, je pense que l'espèce de foi naïve envers, voilà, ça, la vaccination, c'est forcément pour mon bien, ça marche tout le temps et j'ai aucun risque. Ça a été sévèrement ébranlé. Ce qui veut dire là, on va recommencer peut-être, à avoir des questions intéressantes sur, bah, tous les vaccins, chacun indépendamment les uns des autres, ou à quel endroit est-ce qu'on a prouvé que c'était vraiment sûr, comment est-ce qu'on vraiment fait les études d'efficacité, et donc voilà, le fait d'avoir été trop loin, ça rouvre un champ de discussion qu'on avait perdu et voilà, je pense que sur tous les sujets, à minima, il faut au moins un champ de discussion pour, surtout en sciences, pour se challenger en permanence et être certain qu'on n'est pas en train de raconter des bêtises. Donc sur ces aspects-là, oui. Sur le fait, est-ce qu'il va y avoir une grande révolution de l'humanité où on jettera les méchants en prison pour se retrouver dans un bonheur indicible tous ensemble? Ça, je t'avoue que bah, tu remarqueras un certain sarcasme, j'ai un peu des doutes. Mmh. Mais voilà, ça ne nous empêche pas d'avancer et puis, de toute façon, je pense qu'on n'a pas trop le choix, dans un système qui se veut, un tout petit peu démocratique ou en tout cas où on souhaite que le peuple dispose d'un certain contre-pouvoir, de continuer d'informer les gens pour continuer à avoir le contre-pouvoir en place. C'est-à-dire ne pas se faire écraser par, un système qui deviendrait totalitaire avec, quelques personnalités, pétées d'oseille qui, voilà, voudraient faire le bonheur de l'humanité malgré elles. Donc de toute façon, on n'a pas trop le choix que de continuer, même si, voilà, la grande révolution n'est pas forcément pour demain. Ouais, et c'est aussi pour les victimes, pour, leur mémoire. D'ailleurs, tu termines ton livre, avec, des témoignages de victimes, et avec Maxime aussi, qui est décédé, beaucoup trop jeune et des effets, c'est évident, Maxime Beltra du vaccin. Donc voilà, c'est aussi pour eux, pour, des gens comme Mélanie Maupas qui a contracté la maladie de Charcot directement après la vaccination et qui, son père me disait encore dans une interview, l'autre fois, ne passera pas 2025. Donc c'est toutes des vies brisées, pour lesquelles, bah, il faut continuer à se battre, voilà, c'est ce que tu fais. J'aimerais bien que ce livre soit entre les mains de gens qui sont dans le narratif, du pouvoir, mais on espère que c'est eux qui vont surtout changer et qui va être lu aussi pas uniquement par des gens qui sont déjà convaincus, mais par des gens qui se disent: «Tiens, il y a quelque chose de bizarre, je vais lire le livre de Pierre», et voilà, c'est, je le répète, un livre essentiel. Tu l'as dit, en fait, l'objectif, c'est que les gens comprennent ce qui s'est passé de manière le plus large possible. Il s'agit vraiment que les victimes soient reconnues de la part du grand public. C'est-à-dire que le grand public se réalise enfin: oui, il y a eu des victimes, oui, elles sont massives et oui, il va falloir qu'on les croie, de ce qui leur est arrivé, de ce qu'elles vivent encore aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment l'objectif principal. Ce que je peux dire, c'est que, mon premier livre qui traitait de la crise Covid-19 dans son ensemble et qui montrait qu'on était vraiment face à une supercherie statistique complète, hem, il a été beaucoup lu, hein, ça c'est sûr, vraiment il a eu un très, très gros succès, mais les gens qui l'ont lu, ce sont des gens qui s'intéressaient, qui se posaient des questions sur la crise a-t-elle réellement eu lieu? Et voilà, il y a tout un tas de gens qui n'en étaient pas là, c'était pas possible. Oui, Mmh. vécu la crise, eux, ils disent qu'ils ont été malades, ils ont eu le Covid, machin et donc là, c'était pas possible. Là, avec les victimes, il y a tout un tas de gens qui ne se sont jamais posé de questions sur la crise, mais qui ont eu des effets indésirables, des vaccins ou qui ont vu leurs proches en avoir et donc c'est un public qui est totalement différent. Il est en théorie beaucoup plus large, C'est une puisque bonne chose.
Voilà, c'est une bonne chose. Donc il y a tous ces gens-là, ils sont suffisamment nombreux, je pense, de façon à pouvoir infléchir l'opinion publique, et qu'il y ait vraiment une majorité des gens qui, se rendent compte et qui discutent entre elles en disant: «Mais oui, c'est normal». Enfin, il y a pas de honte à raconter le fait d'avoir été malade après la vaccination. Ce serait déjà une grosse victoire, hein, de commencer par là, comme remise en question, puisque cela montrerait, enfin voilà, qu'ils ont conscience que, malgré, tout ce qui leur a été asséné comme quoi c'était surefficace, qu'il y avait aucun effet indésirable. Il y avait encore le ministre de la santé français qui le disait en octobre 2023. Voilà, tout ça c'était faux et que tout le monde le sait et qu'il y a bien eu tout un des gros dégâts dans la population. Et ça, le réaliser, c'est le début de sortir de cette espèce de fable de: «Le gouvernement veut mon bien, en permanence et me propose évidemment des produits», d'ailleurs, que je pense qu'ils sont gratuits parce que je paye pas en allant les Ouais, chercher, mais c'est c'est quand ça. même prélevé sur les impôts, voilà, et donc de sortir de cette fable-là pour réaliser que non, il va quand même falloir se poser des questions sur le bien-fondé de tout ce que le gouvernement essaye de faire. Merci en tout cas. On suivra avec attention, les effets de ton livre, c'est l'occasion de créer du débat évidemment et quand tu viens en Belgique, tu es toujours le bienvenu évidemment, pourquoi pas rencontrer des gens et créer de la discussion qui a été aussi interdit pendant, des années. Merci Pierre Chaillot pour, cette interview et bah, on se dit à très vite et comme on dit toujours ici, on lâche rien. Merci Alexandre, merci Carros. Salut à tous. Salut Pierre.